Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris... Ils n'ont pas 20 ans. Ce sont des militants convaincus, prêts à tout sacrifier. L'action, ils en rêvent depuis longtemps. Mais aucun n'imagine que désormais, il n'a plus que quelques mois à vivre. Tu crois qu'ils sont prêts? Être opérationnel, c'est pas le plus dur. Mais tu es de sang-froid. Ça, c'est pas gagné. C'est très simple, camarades. Désormais, nous sommes entrés dans une guerre révolutionnaire. On passe à la lutte armée, c'est ça? Oui. Concrètement, il va falloir tuer les Allemands. Attends, tuer en face à face? C'est un choix stratégique. Il faut imposer la terreur, en plein Paris. C'est pas de la terreur, c'est du terrorisme. Les attentats, c'est une chose. Buter un soldat, ça n'a rien à voir. On parle d'assassiner, là. Vous savez ce qui est arrivé à Tieselman et à Gautreau? Non. Condamné à mort. Fusillé. Ce matin. On rêve de la révolution, n'est-ce pas? Maintenant, il faut la faire. Ça salit les mains, c'est vrai. Mais c'est comme en 1793. La terreur répond par la terreur. Alors aujourd'hui, les communards et les sans-culottes, c'est nous! Ouais. C'est à notre tour d'entrer dans l'histoire! Ils ont choisi leur nom, les bataillons de la jeunesse. Maintenant, il faut qu'ils l'assument. Il faut qu'ils passent à l'acte. Il faut tuer des Allemands. Mais ce n'est pas facile d'abattre un homme de sang-froid. Comment pourrait-il en être autrement? Pour tuer, il faut plus qu'une conviction. Pour tuer, il faut le charisme d'un chef. Fabien a déjà tué des fascistes en Espagne. À lui maintenant de montrer l'exemple. Einstein, tu me suis. Saltinov, tu fais la protection. Toi, Justin, tu fais le guet. Et toi, Bourdarias, tu nous retrouves comme d'habitude. Celui-là, il est pour nous. Dans la semaine qui suit l'exécution du métro Barbès, 5 autres militaires allemands sont abattus. Une dizaine le mois suivant. À la mi-octobre 1941, les bataillons de la jeunesse exécutent à Nantes un officier supérieur. Les funérailles grandioses que les nazis organisent place de la Madeleine donnent la mesure de ce que seront les représailles. Hitler en fait une affaire personnelle. Il télégraphie ses ordres à Paris. Désormais, pour chaque attentat, 20 otages seront abattus. 5 sur le champ, 15 ensuite si les auteurs ne sont pas retrouvés. Vichy est sommé de livrer les otages. Pétain n'est pas d'accord. Son ministre de l'Intérieur arrange les choses. Il dresse une liste de 98 noms. Que des communistes.
et quelques juifs. L'anti-France, selon Pétain. Le maréchal signe sans état d'âme. Le plus jeune a 17 ans. Il s'appelle Guy Moquet. Avec lui, les martyrs de Chateaubriand, Jean-Pierre Timbaud, Charles Michel ou Pierre Guéguin. Comme eux, plus de 800 otages seront exécutés dans les mois suivants. En cet automne 1941, le massacre des otages provoque la première grande crise majeure de l'histoire de la résistance. Les bataillons de la jeunesse entraînent tout le mouvement dans une spirale infernale. Exécution d'un Allemand, otage fusillé en guise de représailles. Attentat, représailles. Est-ce cela résister? La logique des exécutions est-elle compatible avec les principes moraux de la résistance? Et quel intérêt à s'attaquer à des soldats isolés? La vie d'un Allemand vaut-elle celle de 20 Français? La lutte armée a-t-elle un sens? Ces questions déchirent profondément la résistance. Le 23 octobre 1941, De Gaulle intervient sur les ondes de la BBC. Ici, nous. Dans la guerre mondiale qui est en cours, il est absolument normal et il est absolument justifié que les Allemands soient tués par les Français. Mais il y a une tactique à la guerre. Actuellement, la consigne que je donne pour le territoire occupé, c'est de ne pas y tuer d'Allemands. Cela pour une seule, mais très bonne raison. C'est qu'il est en ce moment trop facile à l'ennemi de riposter par le massacre de nos combattants et de nos combattantes, momentanément désarmés. Au contraire, dès que nous serons en mesure de passer tous ensemble à l'attaque par l'extérieur et par l'intérieur, vous recevrez les ordres voulus. Jusque-là, patience, préparation, résolution. De Gaulle est un militaire. Il parle de guerre mondiale et de stratégie. Au sacrifice des jeunes communistes, il oppose l'efficacité de l'action coordonnée entre Londres et la résistance intérieure. L'heure de la lutte armée sur le territoire national n'a pas encore sonné. Elle viendra plus tard, avec le débarquement. Il faut attendre. Dans l'ensemble, les chefs des mouvements de résistance partagent la tactique du général. Restent les communistes, dont De Gaulle se méfie. Le colonel Rémy, le plus important agent gaulliste en France, prend l'initiative de rencontrer un chef du parti communiste, Georges Beaufils. Cette scène inattendue se déroule au bois de Boulogne. Colonel Rémy, enchanté. Je dois être le premier communiste à parler avec un royaliste. Et moi le premier gaulliste à parler avec un bolchevique. Nous avons le même ennemi. Nous sommes donc camarades. Londres ne comprend rien à vos méthodes. Normal. Nous faisons une guerre de partisans. Mais pourquoi vous obstinez-vous à tuer des Allemands isolés? Ça nous permet de récupérer leurs armes. Mais les représailles sont de plus en plus lourdes. Bien sûr. Et ce sont des communistes qu'on fusille. Évidemment. Et à l'annonce que 5 ou 10 des nôtres ont été fusillés, nous enregistrons 50 à 100 adhésions nouvelles. Pétain a anesthésié ce pays. Maintenant qu'il a du sang sur les mains, les masques vont tomber. Écoutez, l'action militaire ne peut se concevoir que dans le cadre d'une libération nationale. Vous savez bien que rien ne pourra se faire avant le débarquement. Pourquoi sacrifier vos meilleurs hommes avant? Comment croyez-vous que ces hommes soient un jour aguerris s'ils n'agissent pas dès maintenant? Vous parlez d'attentisme, c'est totalement stérile. Alors que le massacre a déjà commencé. Non, non, moi je vous parle d'efficacité. Les représailles vont forger les Français à la haine. La haine est une arme terrible. C'est elle qui rend un peuple indestructible. Oui.
La sauvagerie des représailles bouleverse en effet l'opinion. Aveugle, cruelle, les exécutions transforment chaque victime en martyr. La résistance en sort à la fois meurtrie et auréolée. Au printemps 1942, les bataillons de la jeunesse du colonel Fabien sont arrêtés. L'honneur en revient à une section spéciale de la police parisienne qui les a traqués puis livrés aux nazis. La presse de Vichy en fait des titres triomphaux. Les Allemands organisent 3 simulacres de procès. Ils font venir d'Allemagne une équipe de cinéastes. Il n'en reste qu'une pellicule retrouvée après la guerre dans les décombres de Berlin. C'est le procès de la maison de la chimie. Les jeunes des camps d'entraînement du colonel Fabien sont face à leur bourreau. André Kirchen, 15 ans, un des premiers à avoir abattu un soldat allemand. Parce qu'il n'a pas 16 ans, il ne sera pas fusillé, mais interné. Simone Schloss, 18 ans, cachée des armes. Parce qu'elle est une femme, elle ne sera pas fusillée, mais décapitée. Karl Schönhaar, 19 ans, communiste allemand, a abattu une sentinelle rue de Tanger, a fait sauter 2 camions place de la Concorde et a posé une bombe Salvagram. Verdict, 23 condamnations à mort. Insoumis jusqu'au bout, Jean Carré, qui ose tirer la langue au chef opérateur allemand, a 3 attentats à son actif. La mort de ces francs-tireurs marque une nouvelle étape dans l'histoire de la résistance. Leur sacrifice a rempli son rôle. Chacun sait maintenant que la liberté aura un prix, celui du sang et de la mort. Mon Hélène, il faut que tu saches un jour pourquoi ton papa est mort à 21 ans. Pourquoi il s'est sacrifié? Pourquoi il a fait semblant de t'abandonner? Mon Hélène, si dans la vie tu ne connais pas la richesse, console-toi. En pensant que là ne se trouvent pas les sources du vrai bonheur. Et la volonté, l'ambition de devenir, et l'esprit de sacrifice pour les choses nobles et généreuses. On ne nous a pas donné l'autorisation de nous voir. Peut-être cela vaut-il mieux. Je meurs comme mon père pour la liberté, la France et l'Allemagne. Vive l'Union soviétique! Adieu, Hélène. Ton papa est mort en criant « Vive la France ». Le 1er janvier 1942, Jean Moulin rentre en France. La résistance intérieure a enfin son chef. Le général de Gaulle en fait son représentant exclusif sur le territoire français. Ses ordres de mission sont précis. Fédérer les mouvements de résistance et créer une armée secrète.
il apporte avec lui des opérateurs radio, des postes émetteurs, de l'argent. 500 000 francs pour vous, à combat. Pour commencer, Dastier à Libération et Lévy à Franc-Tireur auront la moitié chaque mois. L'urgence maintenant, c'est de faire l'unité. Je compte sur vous. L'armée secrète que vous avez imaginée suppose la direction unifiée des mouvements. Nous avons déjà fusionné avec le mouvement Franc-Tireur. Nous négocions avec Libération de Dastier. L'argent permet à la résistance de se professionnaliser. Les réseaux s'étendent. Les chefs basculent tous dans la clandestinité. S'ils tombent, des centaines de vies sont en jeu. Chaque mouvement a ses ateliers de faux papiers. On ouvre même des écoles secrètes pour apprendre les techniques de la clandestinité. Les réseaux spécialisés dans le renseignement sont les plus vulnérables. Leurs opérateurs radio transmettent des rapports quotidiennement. Londres en veut toujours plus. Jour et nuit, les nazis traquent ces transmissions. Aucun opérateur radio ne survivra plus de 6 mois. La résistance est en mouvement. Elle recrute dans toutes les catégories de la population. Médecins et ouvriers, illettrés et poètes, hommes et femmes. Moins suspectes que les hommes, les femmes deviennent agents de liaison, transportent de dangereux secrets et, comme les autres, risquent leur vie. En cette année 1942, la clandestinité devient un mode de vie. On se réunit la nuit, dans des arrière-salles de bistrot, des appartements protégés. On ne connaît des autres que leurs pseudonymes. Rex, Max, Roll, Corvisart ou Églantine. Les actions se coordonnent. On vit au rythme des messages personnels diffusés sur les ondes de la BBC. Père Noël à Pichounet. 6 amis viendront vous voir ce soir. Rodrigue, as-tu du cœur? Jules à Julien. Les enfants viendront jouer au jardin. Chaque message lance une opération, annule un convoi, annonce un parachutage, salue une explosion. Depuis l'été 1942, pas un jour sans attentat en France. Pour beaucoup, la résistance est l'expérience du danger. On prend des risques, beaucoup de risques. Mais on éprouve aussi le sentiment rare de la fraternité. Les nazis changent alors de stratégie. La guerre contre l'URSS mobilise toutes leurs forces. Le déchaînement de la barbarie entraîne une gigantesque réorganisation des territoires occupés. En mars 1942, les nazis imposent à Vichy Pierre Laval. L'homme le plus détesté de France dirige désormais le gouvernement. Pour les résistants, la nouvelle est désastreuse. Pour les Juifs, c'est le début de la déportation vers Auschwitz. Ma présence au gouvernement a une signification qui n'échappe à personne, ni en France, ni à l'étranger. J'ai la volonté de rétablir avec l'Allemagne et avec l'Italie des relations normales et confiantes. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Laval transforme la collaboration en véritable alliance avec l'Allemagne. Il négocie directement avec Hitler, change tous les hommes clés de la police. René Bousquet en devient le patron. Heydrich, le chef de la Gestapo, vient à Paris superviser la réorganisation. L'État français va devenir complice de la Shoah. À l'été 1942, Vichy planifie pour les nazis les grandes rafles contre les Juifs, en zone occupée comme en zone libre. En quelques jours, 25 000 Juifs, femmes, enfants, vieillards sont livrés aux nazis. Devant ce spectacle effarant, une vague d'indignation soulève le pays et provoque la rupture de l'Église catholique avec Vichy.
jeunes, vous occupez des enfants. Venez, madame. Désormais, dans toute la France, des portes s'ouvrent, des mains se tendent, des réseaux de protection s'élèvent. Une nouvelle forme de résistance apparaît. Chez moi à la maison, hein? Allez, Vous m'occupez de viens toi. chez moi. Allez, qu'est-ce qui se passe? Tu vas monter avec Madame Morin. Elle va avoir une ampleur insoupçonnée. Pourtant, rien ne pourra plus arrêter la barbarie. En novembre 1942, les Allemands envahissent la zone sud. La France est maintenant entièrement occupée. La Gestapo règne. Et Vichy en fait toujours plus. Laval annonce que le pays doit participer à l'effort de guerre allemand. Il ordonne à la jeunesse française de se rendre dans les usines du Troisième Reich. En février 1943, il décrète le STO, le service du travail obligatoire. En quelques jours, tous les jeunes de 20 à 22 ans reçoivent une convocation. Un train les attend. Ils doivent immédiatement partir pour l'Allemagne. Ils n'ont pas le choix. Les jeunes sont raflés dans les rues, à la sortie des usines, dans les gares, le métro. Désormais, toutes les familles de France vivent sous la menace de la police française. Cette guerre, faite à la société civile, déclenche un nouveau vent de révolte. À Romans, dans la Drôme, ce 10 mars 1943, une centaine de jeunes sont conduits vers le train. Arrivés sur le quai, certains se rebellent. Les gens de la ville accourent. Comme le montrent ces photos, les cheminots descendent sur les rails, bloquent le train. La colère se transforme en émeute. Les hommes de Vichy n'osent pas ouvrir le feu. Mais les renforts arrivent. Ces jeunes gens partiront finalement en Allemagne. Des dizaines de milliers d'autres réussissent à échapper à la police. On les appelle les réfractaires. Sans un sou en poche, ils laissent derrière eux leur famille et partent se cacher au fond du Massif central, du Jura, des Alpes. Ils y trouveront d'innombrables complicités. On les emmène dans les hauteurs, à l'abri des forêts. Mais il leur manque une vraie protection. Et les seuls qui peuvent la donner, ce sont les résistants. C'est durant ces jours de folie, au printemps 1943, que la résistance a définitivement gagné sa guerre contre Pétain. C'est elle, et non plus le maréchal, qui incarne le bouclier pour toute la nation. L'armée des ombres improvise dans l'urgence la prise en charge des réfractaires. La résistance invente alors le maquis. Mais là aussi, tout est à créer. Voilà. Oh, qu'est-ce que tu fous là, mon petit gars? Le capitaine Pavlet. Doucement, doucement. Qu'est-ce que tu lui veux au capitaine? Les Boches. Quoi, les Boches? À l'Égrial. Toute une troupe, plein d'hommes. Ils tiraient de partout. Merde. Au PC, vite! D'après le gosse, une première colonne a dû arriver par le col de Esperet, une deuxième motorisée par la route de Mandagou. Mais pourquoi vous n'avez rien entendu? C'est sur le versant nord, capitaine. Et ils ont quoi comme arme là-bas? Ils ont sauté d'un train du STO avant Montpellier il y a une semaine. Ils sont montés directement dans le maquis, donc pas une cartouche. Toi, tu rentres à ton village, compris? Oui. Le capitaine Pavlet dirige la résistance armée dans le Languedoc. Dès qu'il a su que des jeunes convergeaient dans les Cévennes, il a quitté la ville et a créé une base pour les encadrer. Mais il est vite dépassé par l'afflux des réfractaires. Les campements sauvages se comptent par dizaines. Les jeunes n'ont que leur canif pour se défendre. Quant à lui, c'est tout juste s'il dispose de quelques fusils rouillés. Ils se sont fait tirer comme des lapins.
Il n'était que 5? Non, il paraît qu'ils étaient 15. Ils ont dû en prendre 10 vivants. On leur a dit de rentrer, de contacter l'armée secrète, de rester en ville. Les gamins voulaient rien entendre. Ils disaient qu'avec le débarquement, c'est qu'une question de semaine. Mais merde à la fin avec ce débarquement! C'est ce qu'ils disaient en 42! Tu le vois venir, toi, ce débarquement? Qu'est-ce qu'on y peut, capitaine? On est une armée qui n'a pas d'armes. Pavlet transmet un appel au secours au grand chef de la résistance. Il faut d'urgence changer de stratégie. Les chefs s'adressent à Moulin, alors en pleine négociation avec les Alliés à Londres. Le 7 mars. Allez, on rentre. Demandons aide, argent et armes. Seul salut, résistance totale. Pays mûr, je dis bien mûr, pour résistance violente. Le même jour. Lutte, libération commencée. Si nos appels inutiles, ordonneront action désespérée à outrance. Français déportés, considèrent abandonnés par Alliés. Au total, 7 télégrammes alarmants que Moulin présente aussitôt à l'état-major interallié. Mais à sa grande stupeur, les Alliés refusent. Pas question de bouger pour le moment. Le soulèvement de la résistance intérieure serait prématuré, pire, suicidaire. Les Allemands l'écraseraient. Elle ne pourrait plus jouer son rôle le jour J. De retour en France fin mars 1943, Jean Moulin se heurte au chef de la résistance démoralisé, lassé par 2 années et demie de lutte clandestine. Et pourtant, il va réussir à convaincre, un à un, les grands chefs de s'unir dans un conseil national de la résistance. En mai 1943, il réunit pour la première fois les chefs des mouvements, les partis clandestins et les syndicats illégaux. Sous l'autorité du général de Gaulle, Moulin a créé une dynamique que rien ne pourra plus arrêter. Pas même les trahisons. Le 23 juin 1943, il est arrêté. Et avec lui, plusieurs chefs du Conseil national de la résistance. Jean Moulin est emmené au siège de la Gestapo à Lyon, où il est torturé pendant plusieurs semaines par Klaus Barbie. Il ne révèle aucun secret. Il meurt le 8 juillet 1943. La mort de Jean Moulin arrive trop tard pour les nazis. Son œuvre, la résistance unie, est devenue une machine de guerre que plus rien ne va arrêter. Des milliers de francs-tireurs sont à l'œuvre. De 1942 à 1943, le nombre d'attentats est multiplié par 10. Fin 1943, on en compte un toutes les heures, quelque part en France. La presse clandestine est devenue une industrie, et certains de ses titres, Défense de la France, Combat, Libération, tirent maintenant à 300 000 exemplaires. La résistance est désormais le socle qui incarne la nouvelle volonté nationale. À l'été 1943, une partie de la France rurale bascule. Jusqu'alors peu impliquée dans la résistance, elle prend en charge le millier de petits maquis installés dans les forêts de zone sud. Plus de 25 000 maquisards que les villageois ravitaillent, cachent, protègent. Dans chaque maquis, 15 ou 30 jeunes. Ils apprennent à vivre avec rien. Dorment où ils peuvent. Mangent ce qu'ils trouvent.
Ces jeunes résistants n'ont pas de formation militaire. Encadrés par d'anciens officiers, ils apprennent l'ordre, la discipline. Sans le savoir, ils inventent la guérilla moderne. Soldats sans uniforme, mais surtout sans armes. Les maquisards enragent. Ils savent que les Alliés ne les prennent pas au sérieux. Pour convaincre Londres de leur parachuter du matériel de guerre, les maquisards se filment à l'entraînement. L'envoyé des services spéciaux britanniques, Yeo Thomas, découvre le film en septembre 1943. Touché par la détermination de ces jeunes, mais aussi par leur dénuement, il convoque leur chef. Tout ce qu'on voulait montrer, c'est qu'on était dressé contre l'envahisseur, contre la trahison, contre l'esclavage, contre Vichy et sa milice. On voulait montrer que nous sommes des soldats, mais sans armes. J'avais 22 camps organisés au-dessus de Montpellier. J'ai été amené à les faire éclater. La seule mitrailleuse dont je dispose n'a même pas de munitions. Rien qu'à Clermont-Ferrand, ils avaient 3000 hommes dans l'armée secrète. Ils ont des tonnes d'explosifs, mais pas une arme de guerre. J'ai déjà demandé qu'on remplace les explosifs dans les conteneurs par des armes portatives. On m'a promis un parachutage massif. Quand? Fin décembre. C'est trop tard. Ça, cette saloperie qui fonctionne une fois sur deux, c'est mon arme personnelle. Les parachutages sont suspendus tant que dure la campagne de bombardement massif sur l'Allemagne. C'est clair, nous ne sommes pas votre priorité. Vous pensez toujours que nous sommes des terroristes? Mais non, non. Je demanderai à Londres de vous fournir ce dont vous avez besoin. Alors vous croyez en nous? N'est-ce pas? Yes. En dépit des efforts de Yeo Thomas, il n'y aura à l'automne 1943 aucun parachutage sur les maquis de zone sud. L'hiver arrive, l'attente exaspère les maquisards, l'impatience ronge la résistance. Le 11 novembre 1943, la BBC donne l'ordre à tous les Français de célébrer ouvertement la victoire de 14-18 sur l'Allemagne. Alors, le commandant Roman Petit, chef du maquis du Jura, décide d'un coup d'éclat dans la ville d'Oyonnax. Trompant la vigilance des troupes nazies cantonnées dans la région, il rassemble ses maquisards pour défiler à leur tête dans les rues de la ville. Une grande manifestation patriotique, solennelle, pour prouver que résistants et population sont unis dans le même désir d'action. 2 commandos ont déjà pris la gendarmerie et occupent la ville. Oyonnax est coupé du monde. Combattants de la nuit! Les Allemands! Les Alliés! Vichy! Ils nous prennent tous pour des terroristes! Nous avons décidé de nous montrer au grand jour afin de prouver que nous sommes des soldats! Et non une horde indisciplinée! Messieurs, au camion! Allons-y! Un jeune journaliste local, alerté par les maquisards, prend le risque, lui aussi, de les suivre. Il n'a que 3 minutes de pellicule dans sa caméra. L'enjeu est énorme. Qui sait alors comment réagira la population? Vont-ils fuir? Se barricader? Personne ne le sait,
car jamais la résistance ne s'est montrée au grand jour. Aux abords de la ville, les premiers visages. Des sourires qui s'esquissent, des femmes courageuses qui ne cachent plus leur émotion, des enfants, eux aussi, inconscients du danger. À mon commandement! En colonne par 3! En avant! Marche! À gauche! Gauche! Dépôt de gerbe! Les vainqueurs de demain aux vainqueurs de 14-18. Roman Petit n'en espérait pas tant. Sur la place, Aux morts! derrière les drapeaux, les habitants d'Oyonnax affichent leur soutien. Inconditionnel, sans arrière-pensée. Les premières mesures de la Marseillaise effacent l'espace d'un refrain, la peur et l'humiliation d'une population qui se tairait et se taisait. Le temps de quelques heures, les habitants d'Oyonnax ont bien cru que la libération avait commencé. Un mois plus tard, ces images parviennent à Londres. Elles vont bouleverser l'opinion des pays alliés et devenir le symbole d'une résistance qui s'est organisée militairement, qui s'est unie derrière De Gaulle et qui peut compter sur la population. Fin 1943, la résistance regarde vers l'Angleterre dans l'attente du jour J. L'heure de la délivrance approche enfin. En Afrique, en Italie, en Russie, les troupes allemandes sont en déroute. Hitler concentre ses forces dans les pays aux frontières de l'Allemagne. En France, il prépare la confrontation avec les Alliés et fait construire le mur de l'Atlantique. 1 400 000 soldats allemands campent dans tout le pays. Premier objectif, écraser la résistance, ce poison au cœur de leur dispositif. Formée un an plus tôt, la milice française, aux ordres de Vichy, participe au traque de la Gestapo. Miliciens, debout! 30 000 hommes arrêtent, torturent, déportent, exécutent. L'année qui commence sera la plus meurtrière de la guerre. De janvier à juin 1944, près de 60 000 déportations politiques. 50 000 résistants mourront dans des camps de concentration. Février 1944, alertés par la milice, ce sont maintenant les troupes d'élite de la Wehrmacht qui se lancent à l'assaut du maquis des Glières, en Haute-Savoie. La BBC salue le courage des 450 maquisards du lieutenant Tom Morel. Mais Londres s'inquiète et redoute une insurrection prématurée. L'ordre est donné de cesser les combats. Vivre libre ou mourir. Le maquis choisit de périr les armes à la main. Il tombe le 27 mars, après 6 semaines de combats acharnés. 400 morts. La résistance retient la leçon. Elle accélère l'unification de ses forces armées sous l'étendard des FFI, les forces françaises de l'intérieur. Les nouvelles recrues se comptent par dizaines de milliers, souvent des jeunes, qui, voyant venir le combat suprême, prennent à leur tour le risque de mourir. Les armes cachées au moment de la débâcle de 1940 ressortent miraculeusement. La résistance se prépare au combat final. À Londres, Winston Churchill accepte enfin d'armer les maquis. Ici, Londres.
Message très important pour le chef de Gaël. Attention, il va pleuvoir bougrement ce soir. Au printemps 1944, les parachutages d'armes deviennent massifs. Le ciel s'emplit d'espoir. Pourtant, les bombes pleuvent sur la France. Pour préparer le débarquement, les Alliés pilonnent les cibles stratégiques allemandes. Les dégâts sont terribles. Orléans, Le Havre, Rouen, Nantes, Rennes, la région parisienne. 60 000 morts, des centaines de milliers de blessés, autant de sans-abri. Comment comprendre que la victoire est à ce prix ? Malgré les drames humains, la confiance envers les Alliés reste intacte. Les idéaux des résistants, leurs sacrifices, ont donné à ce peuple qu'on croyait anéanti la force indispensable pour la bataille à venir. L'armée des ombres est maintenant prête à l'action. Elle n'attend plus qu'un ordre, un grand discours. Ils l'entendront le 6 juin. Tandis que les Alliés débarquent, la plus incroyable force de tous les temps, sur les ondes de la BBC retentit la voix du général de Gaulle. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Quelque chose d'inouï s'empare du pays. L'insurrection générale commence. Aux quatre coins du pays, des centaines de milliers de volontaires se soulèvent contre l'occupant. Un vent de libération souffle sur la France. En quelques heures, les plans de sabotage sont tous exécutés. Le plan rouge, sabotage des communications. Le plan bleu, sabotage des réseaux électriques. Le plan vert, sabotage des transports. La France devient un immense champ de bataille. Partout où il se trouve, les maquisards harcèlent les colonnes nazies. Ils sont 4000 à se battre dans le Vercors, 3600 au Mont Mouchet, dans le Puy-de-Dôme. Des dizaines de milliers de FFI libèrent le Limousin. La résistance intérieure fera le travail de 15 divisions, dira le général Eisenhower. Elle en paiera le prix. Car dans les jours qui suivent, les Allemands se réorganisent et reprennent les villes libérées. La barbarie nazie se déchaîne avec une cruauté sans borne. Représailles de masse. Revanche meurtrière. À Tulle, à Oradour-sur-Glane, à Vaissus en Vercors. Ils furent pendus, le corps à l'appui sur une jambe, jusqu'à ce que la fatigue et l'engourdissement les contraignent à s'étrangler eux-mêmes. Les martyrs de Bourg-en-Bresse, les 110 de Saint-Genis-Laval, ceux de la place Bellecour, ceux de Dortan. Et enfin, à la mi-juillet, les Américains percent les lignes allemandes. Depuis la Normandie, s'élance la fantastique vague alliée qui déferle sur la France d'ouest en est et libère le pays. Mais à Lyon, Toulouse, Marseille, Paris, on n'attend pas l'arrivée des Alliés. Limoges sera la première grande ville de France à restaurer la République. La résistance veut une insurrection nationale, la libération des Français par les Français. Mais il n'y aura pas d'insurrection nationale. Les combats de rue seront l'œuvre de ceux qui savent tuer et mourir. Et que c'est beau tout de même, une ville qui se libère. Malgré les combats violents, il n'y aura pas de guerre civile. Les résistants prennent le contrôle de tous les lieux de pouvoir abandonnés par les hommes de Vichy en fuite. En août 1944, la résistance incarne bien une volonté nationale. De Gaulle en est le chef.
Les Alliés, qui espéraient administrer la France à la Libération, sont placés devant le fait accompli. La France avait tout perdu. Grâce à la résistance, elle s'est retrouvée. Durant ces années noires, les résistants ont réinventé les valeurs de notre identité nationale. Républicaine, démocratique, antiraciste, sociale. En France, plus de 100 000 résistants l'ont payé de leur vie. Ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la balle, bravant ces chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Ils ont bravé tous les périls dans leur âpre lutte secrète, sans souliers, sans pain, sans fusil, descendant de leur retraite, souffrant et luttant jour et nuit.